Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent et re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà hier lors de cet événement. Nous allons donc démarrer tout de suite avec la troisième et dernière session de présentation, d'échange et de débat. Donc cette troisième session est sur les politiques de conservation de la nature et la place des SNIEF dans ces politiques. Donc, je remercie Claire de Kermadec, qui est chef de projet connaissance au Bureau de la politique de la biodiversité, donc à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Je la remercie donc de prendre cette animation. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'animer cette table ronde ce matin. Alors, effectivement, on va débattre du lien entre programme SNIEF et politique de conservation de la nature. Alors, c'est une thématique finalement qui est assez classique, voire même traditionnelle. Les politiques de conservation de la nature sont à l'origine de la création du programme des SNIEF. Et aujourd'hui, les SNIEF alimentent beaucoup en fait ces mêmes politiques. Alors, c'est un lien irrévocable entre les deux, un lien qui est très fort et qui pourrait laisser penser à un vieux couple finalement qui aurait 40 ans de vie commune aujourd'hui. Alors, comme tout couple de longue date, on a bien conscience que la pérennité de cet engagement se joue dans la capacité à se remettre en cause et à évoluer ensemble. Et donc, c'est bien la raison d'être de cette table ronde. Ça va être de comprendre les enjeux de conservation de la nature et puis de voir comment les SNIEF y contribuent aujourd'hui. Alors, pour y répondre, je vais passer... Voilà. Alors, pour répondre à cette question, donc les SNIEF, en tant qu'outil de connaissance, contribuent-elles suffisamment à répondre aux enjeux de conservation de la nature? Alors, on va avoir 3 questions subsidiaires qui sont les suivantes. Quels sont les enjeux de connaissance naturaliste liés aux politiques de conservation de la nature? Donc, pour y répondre, nous avons invité M. Serge Muller, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et également membre du CSRPN Grand Est, et Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Oh, oui. Et Mayotte. Et Mayotte, pardon. Donc, merci Serge de ta présence. On aura une deuxième question qui sera autour des SNIEF et de leur contribution aux politiques de conservation de la nature en région. Donc pour cela, nous avons invité M. Luc Terraz, donc directeur de l'Agence régionale biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Luc. Et puis enfin, concernant les recommandations pour optimiser le rôle des SNIEF au regard de ces enjeux, on a invité donc Valérie Ravel, qui est chargée de mission à la DREAL Hauts-de-France. Bonjour Valérie. Alors, à chaque question qu'on va évoquer, on prendra le temps en fait, d'en discuter avec vous. Et donc, on va y aller tout de suite. Donc, on va passer à la première question. Donc, quels sont les enjeux de connaissance naturaliste liés aux politiques de conservation de la nature? Donc là, je me tourne vers Serge. Alors, Serge, les politiques de conservation de la nature, elles évoluent constamment. Donc, on a, surtout dans un contexte actuel de changement climatique, érosion accélérée de la biodiversité. Et c'est vrai qu'on a à la fois des enjeux constants, mais aussi des nouveaux enjeux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu mieux ces enjeux? Ouais. Vaste question. Alors d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce colloque. Ce n'est pas la première fois. Il y a 10 ans, j'étais à la même place. J'étais intervenu aussi sur la modernisation des SNIEF. Puis j'accompagne la mise en place des SNIEF depuis 40 ans, puisque les SNIEF ont 40 ans. Moi, j'en ai un peu plus. Et en tant que membre du comité de pilotage des SNIEF en Lorraine, et puis ensuite président du CSRPN de Lorraine pendant 30 ans. Je viens de céder la présidence tout de même au bout de 30 années. Moi, je suis impliqué aussi dans d'autres territoires, et j'ai souhaité mettre en avant ma qualité, on va dire quand même, de membre de CSRPN, parce qu'il est évident pour moi que les CSRPN jouent un rôle très important, sont aussi au cœur de ces politiques des SNIEF. Et que je n'avais pas vu CSRPN dans d'autres qualificatifs d'autres intervenants. Donc il me semblait quand même important, bon, j'espère, je n'ai pas pu être avec vous hier, mais j'espère tout de même que vous avez évoqué les rôles des CSRPN, sinon on pourra y revenir. Voilà, alors la thématique de cette table ronde, c'est les SNIEF au cœur des politiques de conservation de la nature, comme tu l'as rappelé. C'est un des volets de l'intérêt des SNIEF par rapport à d'autres que vous avez déjà évoqués hier. Et bon, la conservation de la nature, c'est aussi un domaine qui m'est cher, dans lequel je suis fortement impliqué depuis aussi un certain nombre de décennies.
Et la liaison entre les deux est intéressante. On pourrait voir quels sont justement les intérêts des SDF par rapport à cela, quelles sont peut-être aussi les limites que l'on voit actuellement dans ce domaine. Alors je ne sais pas comment, est-ce que je peux activer la présentation avec ça ? En théorie, oui. Donc la question qui m'était posée, c'est la connaissance, comment cela s'inscrit, quels sont les enjeux de connaissance naturaliste. Alors connaissance naturaliste, j'ai mis des guillemets autour de naturaliste. Pour moi, c'est un terme qui n'est pas toujours très très précis par rapport à ce qu'on peut entendre les uns et les autres par rapport à ce sujet. La connaissance naturaliste, pour moi, c'est la connaissance des espèces. Ce sont les unités de base qui vont composer les écosystèmes, avec d'abord la connaissance de l'identité des espèces, donc la taxonomie, le référentiel TaxRef, qui est géré par l'EMS Patrinat, j'y reviendrai. À partir du moment où on a identifié les espèces, elles ont une aire de distribution, ce qu'on appelle la chorologie, dont un certain nombre d'espèces ont une aire de distribution restreinte, c'est des espèces qui sont endémiques d'un territoire, qui présentent évidemment des enjeux qui sont plus importants sur ce territoire et la responsabilité au niveau du territoire français. D'autres espèces sont des espèces allochtones, des espèces exotiques introduites, dont il est important aussi de voir quelle est la dynamique des populations et pour toutes ces espèces, quels sont les habitats dans lesquels elles se développent ou quelles sont leurs niches écologiques. Tout ça, c'est correspondant alors à chacune des espèces constitutives d'un milieu qui est inventorié. À partir de là, on a défini des listes d'espèces menacées, les listes rouges ou les livres rouges. On a établi, pour essayer d'assurer la préservation des plans nationaux d'action pour un certain nombre d'espèces menacées, et établi aussi des listes d'espèces menacées. J'y reviendrai. L'autre volet de la connaissance naturaliste, pour moi, c'est la connaissance des habitats. Alors, habitat, j'ai mis naturel tout de même, qui a été, on va dire, conforté par une certaine directive datant de 92. Là aussi, elle a 30 ans, la directive Habitat Faune Flore, qui a donné quand même plus de poids aux habitats qu'il n'en avait avant, si ce n'est qu'il y a une science quand même, la phytosociologie, qui étudie les habitats sous leur composante de communauté végétale depuis 1915 à peu près, donc depuis plus d'un siècle. On a des référentiels, c'est Corinne Biotope au départ, qui a été maintenant transformée en EUNIS, dans un contexte assez international, et tout ça vous le retrouvez sur le référentiel ABREF, et j'ai devant moi aussi le responsable de ce référentiel, Vincent Gaudia. Donc on peut étudier aussi l'aire de répartition de ces habitats, leur écologie, la dynamique, l'évolution des habitats, leur résilience, puisqu'il est question de résilience dans cette table ronde, c'est-à-dire leur réaction par rapport à une perturbation, leur potentialité de retour à un état initial à la suite d'une perturbation, que ce soit un incendie, que ce soit une inondation, que ce soit une sécheresse, comme on en a connu. Et c'est évidemment, dans l'introduction qu'on a faite aussi claire, c'est un des éléments très importants par rapport à l'évolution des politiques de protection de la nature. On a établi, mais c'est encore tout frais, des habitats menacés. Je pense que vous en reparlerez aussi en fin de matinée, à l'initiative de l'UICN, du Muséum et d'autres. Et on établit aussi de plus en plus, et c'est très bien, des PNA habitats qui permettent de prendre en compte les espèces qui sont liées à ces habitats. Mais là aussi, c'est encore tout récent. Tout ceci alimente les politiques de conservation de la nature en France, et les SNIEF, je les ai bien mis au cœur de mon petit dessin, là, les SNIEF de type 1 et de type 2 qui alimentent donc, ces politiques de conservation de la nature en France, avec comme critère de désignation, j'ai bien dit, je n'ai pas dit de classement, de désignation de SNIEF, mais des espèces déterminantes au niveau des espèces et des habitats déterminants à partir de la connaissance des habitats naturels. Je reviendrai aussi ultérieurement. Alors tout ça, je vais aller assez vite quand même. Je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là hier ou pour ceux qui l'ont déjà oublié, les SNIEF, j'aime bien cette expression, c'est pour ça que je l'ai repris, socle de la connaissance du patrimoine naturel. C'est très ambitieux d'être le socle. Encore est-on en mesure vraiment de considérer que les SNIEF sont effectivement le socle. On en reparlera. C'est pas un outil d'aide à la décision. Vous l'avez vu hier pour l'aménagement du territoire. C'est dommage, j'étais pas là, mais Maxime Zucca était là. Donc j'espère quand même qu'il a montré un certain nombre de limites par rapport à cela, par rapport à la prise en compte effective des SNIEF dans l'aménagement du territoire, à travers la fameuse démarche éviter, réduire, compenser. Mais qu'en est-il de la prise en compte effectivement de ces compensations? Là aussi, je pense qu'un bilan serait intéressant. Mais bon, aujourd'hui, on parle de protection de la nature.
Alors on a deux types de SNIEF, 1 et 2. J'ai plutôt repris les définitions de la circulaire de 91 qui me paraissaient, excusez-moi, plus claires que celles de la méthodologie de 2014, mais j'ai repris tout de même méthodologie 2014, la définition des espèces et des habitats déterminants où il est bien indiqué, et je le regrette, j'y reviendrai, que les habitats déterminants ne sont pas suffisants pour pouvoir qualifier une SNIEF, en particulier une SNIEF de type 2. Alors quelques chiffres, je vais passer rapidement, mais c'est pour qu'on les ait en tête, qu'on puisse s'y reporter au besoin. Le nombre de tax-ref, peut-être maintenant, a-t-on passé les 200 000 je ne sais pas si Olivier Gargomini est là, il me semblait l'avoir vu, hein, je ne sais pas, bon, peu importe. Et les référentiels, là, je ne pense pas à 29 000 habitats qui ont été définis, caractérisés ou identifiés en France. Parmi ces espèces, je l'ai déjà dit, ce sont tout de même les espèces endémiques d'un territoire qui sont les plus précieuses ou pour lesquelles la France a le plus de responsabilités. Donc, espèces endémiques, il n'y en a pas d'espèces endémiques de l'Hexagone, mais ce sont des territoires plus restreints, c'est la Corse, c'est les Pyrénées, ça peut être transnational, ou c'est davantage l'île de la Réunion, Mayotte ou d'autres. Donc on voit quand même qu'on a parmi ces espèces endémiques 84% outre-mer. Je rappelle, vous l'avez peut-être déjà dit hier, les enjeux principaux de conservation de la biodiversité pour le terrain, pour la France, pour l'État français, ça se situe tout de même outre-mer. Alors on voit que dans ces enjeux de conservation, j'ai repris ça des petites plaquettes qui nous ont même été distribuées, on voit qu'il n'y a que 36% des espèces endémiques, 36% qui ne sont pas dans des espaces protégés. Mais ceci s'applique d'après le petit calcul que j'ai fait, c'est valable pour la métropole. Il faudrait faire le même calcul pour l'outre-mer. Hein, alors peut-être les chiffres sont-ils peut-être un peu différents par rapport à cela. Au niveau des espèces qui sont inventoriées, on en a, je l'ai déjà évoqué, un certain nombre qui sont sur des listes rouges. On voit que sur les 199 000 espèces donc, qui sont connues, il n'y en a que moins d'un dixième qui ont été évaluées au niveau des listes rouges, donc il y a encore du boulot à faire par rapport à cela. Et parmi celles-ci, à peu près 17% qui sont considérées comme menacées. Mais c'est des chiffres qui sont très variables aussi. Je vous donne celui de la flore vasculaire de Mayotte, où on est à 43% d'espèces menacées. Tout ceci alimente aussi alors les listes d'espèces protégées. Ça date aussi d'il y a une quarantaine d'années. La flore protégée, ça date de 82, donc oui, ça fait 40 ans. 82, et avec des petites révisions qu'il y a eu 95 et d'autres encore. Parmi celles-ci, vous voyez qu'on a le plus d'espèces protégées. Je reprends toujours, c'est l'INPN, hein, c'est pas, je n'ai rien inventé. C'est au niveau de la flore qu'on a le plus d'espèces qui sont protégées, avec plus de 50%. Mais uniquement 3 espèces de champignons et de lichens. Alors tout ça, ce serait quand même à actualiser. Des actualisations ont été engagées, surtout pour les territoires d'outre-mer. C'est plus simple d'une certaine manière pour la liste d'espèces protégées sur Mayotte, sur la Réunion, parce qu'on a des territoires qui sont plus petits. Sur le territoire métropolitain, ça pose quand même un certain nombre de difficultés, en particulier pour une liste régionale. On pourra y revenir aussi si vous voulez. Alors, la deuxième application par rapport aux enjeux, ce sont les espaces protégés. Alors, quels sont les espaces protection forte? Là aussi, on a 5,6% des surfaces terrestres, 1,5% des surfaces marines, avec aussi des grandes différences entre la métropole et l'outre-mer. 29% pour l'outre-mer, mais c'est lié quand même à des très grandes réserves naturelles dans les TAF. Bon, je ne vous donne pas le détail par rapport à toutes ces différentes catégories, mais simplement un chiffre qui me paraissait intéressant, c'était de voir que 56% des milieux remarquables en SNIEF sont protégés. Alors, sont protégés, est-ce une protection réglementaire? Est-ce une protection, est-ce que ça prend en compte aussi les zones qui sont gérées par les conservatoires d'espaces naturels? Est-ce que ça prend en compte aussi Natura 2000? C'était pas dit dans la plaquette, donc j'ai fait le scan. Mais bon, ce serait intéressant de le voir. Donc, il y en a un certain nombre qui sont protégés, et même, il y avait heureusement des espaces protégés avant les SNIEF, et un certain nombre d'espaces protégés ont aussi été SNIEFés, ce qui paraît tout à fait logique. Mais on voit tout de même qu'il y a quand même 44% donc, qui ne sont pas protégés, et donc là, et encore, on a des grandes possibilités.
Et on voit tout de même qu'il y a des disparités importantes entre les territoires. Ceci, donc, les deux premières colonnes, vous voyez le pourcentage de SNIEF au niveau de la métropole, SNIEF de type 1, 11%, de type 2, 28%. Donc si l'on veut atteindre les objectifs de la SCAP de 10% de territoires en protection forte, il suffirait de mettre en protection forte toutes les SNIEF. On arriverait à ce moment-là aux 10%. C'est peut-être pas aussi évident au niveau de la démarche. 28% en SNIEF de type 2, mais ce que je voulais vous montrer par là aussi, c'est les grandes disparités ou hétérogénéités qu'il y a entre les régions. On a des régions où on a des pourcentages de SNIEF qui sont importants, et on comprend bien pour la région PACA, pour la région AURA. Hauts-de-France, c'est bien. Je me tourne vers la représentante de la DREAL. Par contre, Centre-Val de Loire, je ne sais pas si Francis Olivreau est encore parmi nous aujourd'hui, je suis quand même très, très, très surpris de n'avoir que 1% du territoire de la région Centre-Val de Loire qui est en SNIEF de type 1 et 7,8% en SNIEF de type 2. Si on compare par rapport à la troisième colonne les superficies en Natura 2000, on voit bien au niveau national 13%, on n'est pas parmi les pays qui ont les superficies les plus importantes, mais il y a quand même une certaine cohérence, on va dire, par rapport aux autres régions aussi, PACA, AURA. Par contre, Centre-Val de Loire, près de 18%. Donc on va dire que ce ne sont pas, pour cette région, les SNIEF qui ont été à l'origine des sites Natura 2000. Pourtant, je verrais quand même une certaine cohérence, on va dire, entre un site Natura 2000, me semblerait tout de même, sauf exception, mais à expliquer, pouvoir justifier de l'inscription à l'inventaire des SNIEF. Je passe ensuite à l'outre-mer. J'avais séparé quand même métropole et outre-mer, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas Natura 2000. On n'a que 6% de SNIEF de type 1 du territoire d'outre-mer. C'est quand même pratiquement la moitié des SNIEF de métropole. SNIEF de type 2, 25%. Alors, la moyenne au niveau de l'outre-mer, telle qu'elle est calculée, je pense que la Guyane fait plus de 90% de la superficie. Donc, en gros, la moyenne, c'est un peu le reflet de ce que sont les superficies en Guyane. Donc, je vous les ai mises ici, SNIEF de type 1 et de type 2. On a globalement 27%. Ça reste tout de même très modeste par rapport à un territoire comme la Guyane, par rapport à, je connais un peu, par rapport à la richesse du patrimoine naturel, des réserves naturelles, du cœur du parc national. On a du mal à comprendre la logique des SNIEF sur un tel territoire. Je l'avais déjà dit il y a 10 ans, et pourtant, il y a 10 ans, c'était 20%, on est passé à 27%. On a augmenté de 7% de la surface de SNIEF au niveau de la Guyane. Si c'est 7% tous les 10 ans, on y arrivera à la fin du siècle, pour arriver à ce qui serait à peu près logique, c'est-à-dire au moins 80%, voire 90% de la Guyane, qui, à mon avis, devrait être, d'après la définition des SNIEF de type 2, devrait être en SNIEF de type 2. Et je vous ai donné, alors, donc là, c'est assez modeste, c'est bien pire encore, ou c'est bien encore plus modeste par rapport à la Guadeloupe, par rapport à la Martinique. En Martinique, moins de 1% de SNIEF de type 1. Pourtant, on a des belles réserves biologiques au niveau de la Martinique. Pourquoi ne sont-elles pas en SNIEF ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que ce soit de type 1 ou de type 2, même si on ne veut pas les mettre de type 1, 2% de SNIEF en Martinique de type 2. Ce n'est pas assez. Ça me paraît tout de même, on va dire qu'il y a encore du boulot. Pour passer de 40 ans, j'espère que quand je reviendrai dans 10 ans, si je suis encore en mesure de venir, qu'on aura considérablement augmenté. Alors sur le modèle de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas que je connais bien, j'étais à l'origine des SNIEF de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'équipe du SPNI a fait une mission, c'est aussi un territoire où on a beaucoup de milieux naturels et où l'on a logiquement 64% de SNIEF de type 1 et 94, moi j'étais arrivé à 88, mais peu importe, à peu près 90% de SNIEF de type 2. Alors qu'est-ce qui est en cause ? Pour moi, c'est avant tout, c'est que les SNIEF de type 2 doivent aussi faire l'objet de listes d'espèces déterminantes. Il y a 10 ans, j'avais déjà dit que ce serait, et vous pouvez, puisque ça figure encore en ligne, vous pouvez retrouver ce que j'avais écrit ou ce que j'avais dit à l'époque, que pour une SNIEF de type 2, à mon avis, les habitats déterminants devraient être suffisants, à partir de les qualifier aussi en bon état de conservation pour pouvoir identifier une SNIEF de type 2. On aurait une bien plus grande logique et ça permettrait d'avoir quelque chose de plus cohérent au niveau du territoire de la Guyane. Alors, nouvelle problématique, effondrement de population d'espèces. Les SNIEF peuvent-elles intervenir par rapport à cela ? Oui,
si on fait des inventaires dans les SNIEF. On peut espérer, mais ce serait intéressant de le vérifier, que dans les SNIEF, l'effondrement est moindre, que ce soit ceux des pollinisateurs, des papillons, que ce soit des oiseaux communs, que ce soit d'un certain nombre d'espèces de chiroptères. Vu que les SNIEF sont des milieux quand même qui sont des vastes espaces naturels peu artificialisés, j'ai dit peu, hein, j'ai pas dit pas, ce pas des milieux totalement naturels, on devrait pouvoir avoir tout de même des effondrements qui sont moindres. Et les SNIEF peuvent servir de réservoir à ce moment-là par rapport à des populations d'un certain nombre d'espèces. Mais ce serait à évaluer. Alors est-ce lié à leur qualité de SNIEF ou est-ce lié à leur qualité d'espace protégé pour un certain nombre, pour à peu près la moitié des SNIEF? Ce serait peut-être aussi à évaluer et ce serait intéressant de le faire. Ensuite, c'est le dernier point, la problématique de la restauration des écosystèmes. Il y a une directive européenne qui est en cours. En liaison avec la résilience, comme on a beaucoup de dégradations d'écosystèmes que l'on observe, que ce soit des incendies, des dépérissements de forêts, que ce soit les incidences des sécheresses, de la diminution de la ressource en eau. Donc, les SNIEF peuvent être de nouveau là, des espaces qui sont plus ou moins réservoirs, à condition effectivement qu'elles puissent remplir ces conditions. Ça reste à évaluer, mais les potentialités de restauration, en principe, les SNIEF ne sont pas des milieux qui sont trop dégradés, sinon elles n'auraient pas été qualifiées en SNIEF, mais on peut avoir à l'intérieur du périmètre d'une SNIEF, et à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses à faire aussi, à revoir, à compléter, à mettre à jour constamment au niveau des périmètres des SNIEF. Je suis au bout de mes 10 minutes certainement, mais je vais arrêter là. Il y a beaucoup de choses à revoir par rapport au périmètre des SNIEF, plutôt que des listes d'espèces. À mon avis, ce serait davantage à revoir au niveau de la cartographie des habitats, qui me semble être un outil indispensable par rapport aux SNIEF, de l'évaluation de l'état de conservation des habitats, permettant de voir s'il y a des actions de restauration ou d'amélioration de cet état à voir dans ces SNIEF. Mais forcément, ce n'est pas la seule qualité de SNIEF qui permettra de mettre cela en place. C'est bien grâce à des actions de conservation, des actions de préservation de ce patrimoine, que ce soit par un statut réglementaire, d'arrêté de protection de biotopes ou d'habitat naturel, il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça pourrait se faire, de réserves naturelles, de réserves biologiques, ou par la gestion au niveau de conservatoires d'espaces naturels. Voilà, donc SNIEF, 40 ans, l'âge de la maturité, a dit Claire, mais bon, je pense que c'est un outil irremplaçable, essentiel par rapport aux politiques de protection de la nature, mais auquel il faut donner suffisamment de moyens pour garantir le maintien de ses qualités et pour lui permettre effectivement d'être au cœur des politiques de conservation de la nature. Merci beaucoup, voilà. Serge. Alors, Serge a beaucoup évoqué finalement la question de la définition en fait, des enjeux via l'entrée espèces et habitat. Et du coup, je me tourne vers Luc et Valérie et je vous pose la question. Alors, on définit une zone à enjeu le plus souvent donc, avec cette entrée espèce-habitat, hein, c'est le plus classique. Est-ce que, à votre avis, c'est suffisant finalement cette entrée espèce-habitat par rapport aux enjeux en fait, auxquels on fait face aujourd'hui dans les politiques de conservation de la nature, je parle de changement climatique, etc., résilience des écosystèmes. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres types d'entrées qui nous permettraient en fait d'identifier ces enjeux différenciés ? Juste, effectivement, peut-être pour faire le lien avec ce que Francis Olivreau a dit hier, Francis a décrit l'ensemble des stratégies. Alors, si vous vous souvenez son petit schéma, il y avait un stress sur air, énergie, climat, sur l'industrie, etc. Il a oublié la stratégie régionale biodiversité parce que toutes ne sont pas encore mises en place dans toutes les régions. Mais effectivement, les enjeux peuvent s'appuyer sur différentes stratégies. Et aujourd'hui, un des enjeux, justement, désolé de le répéter, mais un des enjeux, c'est de sortir d'une vision biodiversité centrée. On l'a vu hier avec la personne qui était en charge d'un des SCOT. Il va falloir qu'on aille vers des politiques d'aménagement du territoire, et j'aime bien utiliser le terme de ménagement du territoire. Si on veut, à un moment donné, faire sortir les SNIEF du vase clos dans lequel on est, parce qu'on est tous entre techniciens convaincus aujourd'hui autour de la table, il va falloir qu'on exporte un petit peu et donc qu'on se confronte à des enjeux et des stratégies qui sont... Alors on pense naturellement à la stratégie énergétique, puisque un grand nombre d'entre nous vont être confrontés très rapidement
à ce que l'Union européenne et la France vont déployer comme moyen pour mettre en place de nouvelles velléités de mettre des énergies naturelles et renouvelables sur le terrain. Donc ça va nous poser des questions, voire des problèmes, mais surtout des questions. Donc cette stratégie ZNIEF, il va falloir qu'elle sorte de la stricte connaissance pour aller se confronter avec la réalité du ménagement du territoire. Valérie, tu veux intervenir ? Alors déjà, moi, je ne parlerai pas d'enjeu, parce que pour moi, un enjeu, c'est quelque chose qu'on peut perdre, et en fait, c'est un croisement intérêt-pression. Les ZNIEF, elles vont permettre de mettre en évidence des zones d'intérêt. Et en fait, effectivement, il faudrait sans doute croiser avec les notions de pression pour justement mettre en exergue les zones à enjeu. Alors c'est fait partiellement, puisque dans les fiches ZNIEF, on peut parler des facteurs d'évolution des pressions, mais c'est peut-être pas forcément suffisant. Après, il y a un autre aspect, et donc on le fait un peu par ailleurs avec l'inventaire continu, c'est de suivre l'évolution des ZNIEF, à la fois, on va dire, en termes de présence d'espèces, mais peut-être aussi en termes de population. Et pour ça, il nous faudrait beaucoup plus de moyens pour justement avoir un vrai suivi, des vrais comptages en termes de population, et pas uniquement une recherche de présence, absence d'espèces et ou d'ailleurs d'habitat. Et puis, je pense qu'un autre aspect, alors qui est peut-être beaucoup plus difficile à prendre en compte, c'est l'aspect fonctionnalité, à différents niveaux. Et puis peut-être, alors on en parlera un petit peu après, mais quelque chose qui est encore balbutiant, ça va être l'aspect tout ce qui est pédophone. Et puis on a évoqué aussi hier, pour réinsister sur l'aspect espèce, c'est aussi se plonger vers des groupes qui sont parfois peu étudiés parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, ou parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'experts, donc comme la FONGE ou encore certains groupes des mollusques, des insectes, etc. Merci beaucoup. Alors, je me tourne donc vers la salle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué ? Par rapport à ces enjeux, peut-être aux nouveaux enjeux que l'on pourrait évoquer ensemble ? On peut parler des sols, de la résilience, oui. Oui, bonjour, Jean-Marc Salle de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'une ZNIEF doit être à caractère relativement naturel, mais il se trouve qu'on a parfois des stations d'espèces d'importance régionale, voire nationale, qui sont dans des milieux fortement anthropisés. Je pense par exemple à des stations de libellules dans des canaux d'irrigation. Est-ce qu'on peut les passer en ZNIEF ou pas ? Oui, pourquoi pas. On a aussi des chiroptères qui sont dans des oiseaux qui nichent dans des habitations, et que il n'y a pas de raison que ce ne soit pas, qu'ils ne puissent pas être ZNIEFés à partir du moment où ce sont des espèces déterminantes tout de même, c'est-à-dire où il y a un enjeu par rapport à ces espèces et où l'on estime qu'il est important de conserver ces populations et donc les sites où ces espèces sont présentes. Alors c'est vrai que l'essentiel, ce sont des milieux plus ou moins naturels, mais qu'on peut avoir, de mon point de vue, des milieux anthropisés qui font l'objet de ZNIEF. Le cimetière du Père-Lachaise, c'est une ZNIEF, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Ou alors c'est un mythe, c'est pas... Mais j'y étais il n'y a pas très longtemps. Mais au vu d'un certain nombre d'oiseaux qui sont présents, je trouvais ça sympathique. Et ça, personnellement, ça ne me choquerait pas. C'est pas parce que il est très 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 boisé quelque part. Parfois, c'est une forêt avec des sépultures en dessous, le Père-Lachaise. Bon, je sais pas quel est l'avis de mes collègues. Un élément de réponse peut-être, mais mes collègues de l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France ont travaillé sur la biodiversité dans les cimetières et sur les toits terrasses. Et effectivement, je pense que la question est ouverte. Il n'y a peut-être pas tant de zones non anthropisées en France métropolitaine. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, je vois Stéphane. Merci. Donc Stéphane Lucet de la DRIVAT, la DREAL Île-de-France. Alors le sujet, il est vraiment intéressant en fait, et je remercie Serge Muller de sa présentation qui a soulevé un certain nombre de questions et qui fait le constat que
l'utilisation des SNIEF et le nombre de SNIEF en surface et en nombre est très différente d'une région à l'autre. Effectivement, on peut s'en étonner, mais derrière ça, il y a évidemment des raisons, bonnes ou mauvaises, mais il y a forcément des raisons. Et ça me pose une question. Est-ce qu'on doit considérer que les SNIEF sont un outil de connaissance, ou est-ce que les SNIEF sont un outil support à la conservation, de la protection de la nature? Parce que dans un cas ou dans l'autre, finalement, on n'a pas tout à fait la même approche et la même analyse. Si on considère que c'est un outil de connaissance, alors effectivement, tous les écosystèmes à enjeu, d'intérêt, doivent être répertoriés. Et effectivement, on devrait être à des taux d'identification beaucoup plus importants dans beaucoup de régions. À l'inverse, et c'était un peu ce qu'a expliqué hier Francis Olivero sur le débat sur la planification, de ce que j'ai compris du choix dans leur région, c'est que la force d'avoir peu de SNIEF, c'est que finalement, ça devient des outils précieux, et à avoir trop de SNIEF, finalement, on a du mal à rester ferme sur ses bases en matière d'aménagement du territoire, parce que les SNIEF ne sont plus des éléments discriminants dans le choix des outils de planification et des aménageurs. Et ça m'amène à la réflexion que peut-être il faudrait vraiment revaloriser l'usage des SNIEF de type 2. On a beaucoup parlé des SNIEF de type 1, et peut-être qu'il faudrait vraiment recentrer les SNIEF de type 1 vers les secteurs de plus fort enjeu, davantage qu'on ne le fait, mais avoir des inventaires et une identification beaucoup plus large sur les SNIEF de type 2. Donc c'est une idée que je lance, je n'y ai pas réfléchi plus que ça, mais en tout cas c'est la réflexion que ça m'amène à formuler. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, hier, quelqu'un a dit que... Alors, c'était un intervenant d'un PNR dans une montagne qui expliquait qu'il n'utilisait pas, en fait, les SNIEF de type 2 sur son territoire, qui pourtant, c'était la moitié de l'espace. Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que, oui, et après, je vous propose qu'on passe à la question 2. De toutes les manières, vous pourrez continuer après à poser vos questions. Bonjour, donc client Léonard de Patrinat. En fait, je voulais rebondir sur le propos de Serge sur l'étonnement qui était présenté entre le lien entre justement les statuts de SNIEF et les autres espaces protégés. En fait, ce qui interroge, c'est plutôt la façon dont les listes d'espèces déterminantes ou d'habitats sont construites, et la correspondance qui est faite entre justement les espèces déterminantes SNIEF qui ne sont pas du coup forcément des espèces protégées ou des espèces de la directive Habitat. Et c'est en cela où on peut s'étonner, justement où on peut observer qu'il n'y a pas forcément de correspondance entre Natura 2000, un espace protégé, et les SNIEF. Donc évidemment, par exemple, pour faire un arrêté de protection de biotope, on s'appuie sur des listes d'espèces ou d'habitats naturels également. On s'appuie sur des listes d'espèces, mais qui ont un statut de protection. Or, ces espèces qui sont déterminantes SNIEF ne disposent pas forcément de ce statut. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément faire la bascule automatique d'une SNIEF à un statut de protection. Et c'est pareil pour Natura 2000. Mais du coup, ça pose plutôt la question de comment sont finalement construites les listes d'espèces déterminantes à l'échelle, par les CSRPN par exemple, si la méthode s'appuie, s'il y a vraiment une réflexion de fond pour dire est-ce qu'on veut vraiment une correspondance ou pas par rapport à ces listes d'espèces déterminantes. Pareil pour les habitats évidemment. Valérie ? En tout cas, en Hauts-de-France, on n'a pas cherché cette correspondance, notamment sur la partie floristique, puisqu'en fait, on a des listes d'espèces qui sont assez anciennes sur la flore. Et en fait, clairement, nous, compte tenu de l'évolution des connaissances, les espèces protégées régionales devraient être largement révisées. Malheureusement, on attend la révision au niveau national. Je pense que aussi les listes d'espèces déterminantes, elles ont une vocation à évoluer beaucoup plus vite en fonction de la connaissance qu'on peut avoir, et qui va se baser notamment à la fois sur les aspects de menace, les aspects de rareté, effectivement un aspect de protection, que ce soit au niveau national ou au niveau européen.
Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Et du coup, j'aimerais, si je peux avoir un temps, dire deux choses par rapport aux deux interventions qui ont été précédemment. C'est que pour moi, par exemple, lorsque on est sur une station spécifique d'une espèce et qu'il y a de la menace, je ne suis pas certaine que ce soit l'outil SNIEF qui soit le plus pertinent, parce que l'outil SNIEF, l'idée, c'est pas forcément de protéger, d'identifier plutôt, excusez-moi, une station d'une espèce, mais c'est d'avoir vraiment une vision écologique et donc de fonctionnalité. Et ensuite, par rapport à la différence de proportion qu'il peut y avoir entre régions, et c'est aussi quelque chose que j'évoque notamment lorsque l'on parle de la stratégie nationale d'air protégé, c'est qu'il faut aussi relativiser pour chaque région par rapport à, comme ça a été dit, au niveau des enjeux. On a des régions où, par exemple, en Hauts-de-France, on est à plus de 60% d'agriculture, on est à plus de 11% de zones urbanisées. Il est difficile, dans ce cadre-là, d'avoir des pourcentages de milieux de SNIEF très forts. Et en fait, je pense qu'il faut relativiser justement ce pourcentage de couverture par rapport finalement au milieu que l'on peut dire encore naturel. Et puis aussi, effectivement, je rejoins ce qui a été dit par la DRIAT sur l'aspect de les SNIEF, ça doit rester quand même quelque chose. C'est les zones d'intérêt, donc c'est des zones qui présentent plus d'intérêt naturel et écologique par rapport en fait à la matrice dans laquelle ils se trouvent. Et je pense qu'il faut effectivement recentrer les SNIEF de type 1 sur vraiment des cœurs de nature, et puis garder l'aspect SNIEF de type 2 sur la fonctionnalité et la continuité entre notamment ces cœurs de nature. Oui, c'est une remarque très pertinente. Stéphane veut réagir de nouveau. Merci. Je voulais juste rajouter un point. En matière de conservation de la nature, quand même, les SNIEF, c'est un outil extrêmement précieux. Extrêmement précieux parce qu'il repose sur des données scientifiques, et uniquement des données scientifiques. Une aire protégée, ça repose sur des choix politiques, sur des arbitrages. Et quand on fait des SNIEF, c'est pas le politique qui arbitre et qui décide. Ce sont les scientifiques, ce sont le CSRPN, ce sont le muséum qui définissent sur des bases complètement factuelles quels sont les enjeux. Donc il n'y a pas, je dirais, entre guillemets, de censure ou d'arbitrage, et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux et à conserver. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième question, parce que le temps passe, malheureusement. Alors, on va s'intéresser à la contribution des SNIEF aux politiques de conservation de la nature en région. Et donc là, je me tourne vers Luc, qui va nous décrire un peu tout ça. Je te laisse. Oui, alors je vais faire une présentation rapide. Tout d'abord, pour vous dire que les agences régionales pour la biodiversité sont des nouvelles structures qui sont apparues dans le paysage depuis 2016. Il y en a 10 aujourd'hui qui existent sur les 18 régions métropolitaines et ultramarines, et que j'ai fait le tour de mes collègues pour vous faire la présentation. Donc ça émane d'une vision collective. En fait, on voulait en fait vous le dire. Cette stratégie en fait intéressante, on arrive à un point aussi des deux journées où on est presque à la synthèse, donc vous allez voir des redites par rapport à ce qui s'est dit hier notamment. Cette organisation déconcentrée qui est vraiment intéressante dans le paysage aujourd'hui, où, comme je disais tout de suite, il va falloir qu'on implique aussi l'ensemble des décideurs locaux, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale en premier, qui vont être un échelon majeur sur l'aménagement, ou plutôt le ménagement, j'insiste sur le terme, le ménagement du territoire, qui plus est dans la perspective ZAN. Et puis je voulais dire aussi que c'était une œuvre partenariale, parce qu'on a les éminents professeurs qui sont présents parmi nous, et je salue Serge Muller qu'on côtoie depuis de nombreuses années. Mais il y a aussi l'ensemble des bénévoles qui sont sur le terrain, qui œuvrent au sein des associations et qui ont contribué à faire remonter toutes ces données-là. Et aujourd'hui, on a tendance, quand on est dans les collectivités, à ne parler que des données dites publiques, mais il y a toutes ces données privées qui représentent souvent plus de la moitié des données qui remontent. Et donc moi, je voulais saluer aussi l'ensemble des naturalistes, même si on met des guillemets, des personnes qui sont sur le terrain le samedi et dimanche et qui ont contribué à faire remonter les données et puis à valider un certain nombre de ces SNIEF.
Et puis pour le clin d'œil, moi je voulais saluer aussi les chargés de com qui en 82 ont créé le terme SNIEF, parce que je pense que c'était les parents de Soch et puis de Ikea. Ils ont été super bons pour créer un acronyme incroyable qui résonne en fait dans la tête de tout le monde. Quand vous allez voir un élu, ils ne savent pas ce que ça veut dire SNIEF, mais rien que le terme SNIEF, ça leur dit « oui, je vais avoir des ennuis ». Et donc ça, c'est une accroche en termes de communication. Je ne pense pas que ça a été fait exprès, évidemment, à l'époque, mais c'est une accroche en termes de com qui est intéressante parce que vous allez, on a 3700 communes en BFC. Il y a à peu près tous les maires, j'en suis persuadé, qui savent que quand ils ont une SNIEF, ils vont avoir soit la DREAL qui vient, soit l'ARB, soit des associations de protection de la nature. Ils savent que SNIEF, c'est accroché au patrimoine naturel, même si l'acronyme est mal connu. Donc ça, c'est quand même important. Et pour rien au monde, je pense qu'il faudrait changer aujourd'hui le terme de SNIEF. Alors, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de choses. J'ai passé 10 ans en DIREN et après 10 ans en DREAL. Et donc, j'ai balayé à peu près l'ensemble des documents de planif qu'on a vus hier. Et pour le réseau Natura, quand j'étais en charge en Franche-Comté, l'essentiel du réseau Natura 2000 de Franche-Comté de l'époque a été basé sur les connaissances SNIEF. Quasiment l'ensemble des sites ont été basés sur l'extraction des données, essentiellement espèces évidemment, mais habitats qu'on avait dans le réseau SNIEF. L'essentiel aujourd'hui de la réflexion qu'il y a sur la SNAP, elle est basée aussi, alors à peine moins, mais elle est quand même beaucoup basée sur le réseau SNIEF. Et donc tout ça, c'est vraiment important, et le collègue de la DRIAD vient d'en parler, c'est vraiment le socle de connaissances scientifiques sur lequel pas grand monde politique a chose à dire, sauf que dans certaines régions, juste avant la fusion, il y a des préfets, donc une région, c'était pas la mienne, donc j'étais en Franche-Comté, donc la région à côté, le préfet s'est inquiété du pourcentage important que le réseau SNIEF, qui est en cours de révision, pouvait recouvrir. Donc effectivement, il y avait déjà des questionnements sur si Yanatra, je ne vais plus pouvoir aménager le territoire. Aujourd'hui, il ne le dirait peut-être plus comme ça. Et donc ça pose cette question-là. C'est vraiment un outil qui commence à peser, un outil de connaissance qui commence à peser. Et puis bien sûr, ça a été utilisé sur tous les portés à connaissance. Des choses intéressantes. Et aujourd'hui, les agences régionales de la biodive utilisent beaucoup ces données SNIEF. Pour un grand nombre d'entre elles, pour le compte de la DREAL, c'est des agences qui sont référents SINP. Donc pour BFC, et je salue Gladys qui est dans la salle, donc c'est l'ARB qui travaille de main dans la main avec la DREAL pour être référent SINP, faire remonter ces données. Et puis on travaille avec des associations comme la SHNA qui est aussi présente dans la salle. Donc les agences sont cette zone de neutralité et d'impartialité dont je vous parlais tout à l'heure, dont les élus vont avoir besoin, sans juger les uns et les autres. Il y a des questions qui peuvent être posées sur l'origine des données. Quand elles passent par le faisceau SNIEF, qui remonte au SINP via une agence qui est neutre et impartiale, puisqu'au conseil d'administration, vous allez de la LPO jusqu'à la Fédération des chasseurs, du préfet jusqu'à France Nature Environnement, en passant par la Chambre d'agriculture. Donc cette neutralité, elle permet de partager des données, les SNIEF, qui vont être utilisées notamment pour tous les observatoires, tous les indicateurs dans les stratégies régionales. Et c'est toujours les SNIEF qui sont à la base de la connaissance et de la mise en place de tous ces indicateurs et tous ces observatoires. Et puis bien sûr, je vous ai cité les aires terrestres et marines éducatives qui sont en train de se déployer dans tous vos territoires et qui permettent à des enfants de travailler sur des sites que les élus leur ont confiés. Et une fois de plus, c'est souvent la SNIEF qui détermine, tiens, on pourrait travailler dans tel site et puis travailler avec tel lot de connaissances. Alors, pour se projeter un petit peu, je voudrais vous ouvrir le champ des questions. Normalement, c'est à la salle, mais je vais quand même en poser un certain nombre. Pour avoir été dans une région et toujours dans une région qui a été fusionnée, il y a eu un avantage sur la méthodologie SNIEF, c'est que chacun a pu, de manière très déconcentrée, voire décentralisée, mettre en place des méthodologies. Aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un tronc commun méthodologique qui permette d'asseoir encore un peu plus la qualité scientifique des SNIEF. On le voit d'une région à l'autre, il y a pu avoir des méthodes qui sont un peu différentes. Quand vous regardez la carte de ma région, vous voyez très bien, en regardant la cartographie du réseau SNIEF,
que l'ex-région Bourgogne et l'ex-région Franche-Comté n'ont pas eu les mêmes méthodos. Ce n'est pas du tout la même répartition. Et effectivement, dans une région fusionnée, ça pose des questions en termes de légitimité, de se dire que les choses n'ont pas été faites de la même manière. Donc aujourd'hui, je pose la question, même au niveau national, je pense qu'il serait intéressant d'avoir un tronc commun. Après, bien sûr, de pouvoir s'adapter région par région, mais d'avoir une grande armoire qui soit reconnue avec un tronc scientifique commun, ça donnerait encore plus de force au réseau SNIEF. Ça me semble intéressant pour la reconnaissance de l'outil. La deuxième chose, c'est ne pas oublier que c'est un outil de protection de masse de base, mais un outil de protection de masse. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, un grand nombre de naturalistes versent leurs données sur les plateformes de géoservices qui permettent de valider ces données et d'être utilisées notamment pour le réseau SNIEF, notamment parce qu'ils sont utilisés aussi pour tous les autres documents de planification. Et aujourd'hui, un des enjeux, ça va être d'intégrer dans ce réseau de masse de nouvelles manières d'acquérir des données, qui sont notamment les sciences participatives, auxquelles beaucoup d'associations et même les agences font de plus en plus recours. Donc ça doit passer par les mêmes biais en termes de validation. Il va falloir raisonner, réfléchir pour intégrer ce type de données qui sont nouvelles. Elles ne sont pas protocolisées de la même manière qu'on le faisait avant. Ça ne va pas être des stocks ou des stocks EPS, ça ne va pas être effectivement des carrés de 10 km pour la flore, ça va être, on va demander à certains d'aller faire, de remonter des données quand ils voient telle ou telle espèce. Ça va être, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière d'intégrer ces données-là dans la constitution des SNIEF, et peut-être qu'on découvrira des choses intéressantes. De la même manière, tous les bureaux d'études vont être obligés, c'est pas encore complètement bien mis en œuvre, mais de mettre en pratique dépôt bio, c'est-à-dire que toutes les données qui seront acquises dans le cadre d'études concernant des aménagements devront être versées par les bureaux d'études. Je sais que c'est un petit peu chaotique pour le moment, mais on va dire que ça va se faire. Et là aussi, même process, récupérer les données, les valider et les remettre dans le circuit via le muséum, via les SINP régionaux. Tout ça, c'est un vrai enjeu qui peut alimenter aussi la partie SNIEF. Et puis derrière, de nouveaux outils pour utiliser. On a parlé hier des atlas pour la biodiversité communale. Ces atlas-là aussi ont vocation à la fois à s'alimenter du réseau SNIEF tel qu'il a été constitué avec ces données, mais aussi à alimenter le réseau SNIEF, le réseau de la connaissance. Donc c'est des choses importantes qui me semblent, que je mets en tout cas au questionnement et qui invitent à découvrir le réseau SNIEF sous une autre facette. Voilà, et normalement j'en ai terminé. Oui, c'est bon. Ça devrait être bon, voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette présentation, par rapport à ces politiques de conservation en région et la contribution des SNIEF ? Serge ? Non, moi je trouve que c'était très bien. Merci pour cette présentation très claire par rapport à ça. C'est vrai que la question nouvelle qui se pose, c'est les sciences, le développement des sciences participatives. Alors, elles peuvent évidemment apporter un certain nombre de données, mais qui sont tout de même à contrôler, à ne pas utiliser sans qu'elles aient été évaluées, qu'on voit ce qui est utilisable par rapport à ça. Stock, c'est que ça a été un outil formidable. Je pense qu'il y a un certain nombre des bénévoles. C'est vrai que les SNIEF ont été alimentés principalement par des bénévoles depuis 40 ans. C'est le bénévolat qui a permis, ce sont les associations, ensuite pour la flore, les conservatoires botaniques aussi, qui se sont fortement impliqués dans cette démarche pour obtenir toujours, je rejoins la remarque qui avait été faite avant, c'est le socle de la connaissance tout de même, c'est la formule attitrée, mais le socle de la connaissance du patrimoine qui mérite d'être protégé, dirais-je, qui mérite d'être préservé. Ou alors on va dire que tout devrait l'être, évidemment, mais on voit bien ce qu'il en est au niveau de l'aménagement ou du ménagement de la nature, mais on doit avoir une attention particulière au niveau des SNIEF. C'est pour ça que c'est un outil d'alerte aussi par rapport, et c'est bien pris en compte comme ça, en principe par les aménageurs, au niveau du portier à connaissance. Donc c'est bien. Alors ensuite, pour la mise en place d'espaces protégés, oui, et par rapport, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 10% de zones en protection forte que l'on veut mettre en place,
logiquement, les DREA doivent regarder d'abord dans les SNIEF qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui devrait être préservé, avec les limites qu'il y a quand même, parce que j'ai bien essayé de le montrer dans ma présentation des différentes régions, ça a été fait quand même de manière assez variable par région, et que donc, bon, dans certaines régions, on a une liste de SNIEF, une cartographie de SNIEF qui est relativement complète, qui prend en compte tous les enjeux. Dans d'autres régions, ce n'est pas le cas, et il faut chercher ailleurs à ce moment-là. Mais c'est tout de même un outil fondamental par rapport à la protection du patrimoine naturel. Voilà. Un outil d'aide à la décision important. Valérie, tu veux commenter ? Ne te sens pas obligée. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Oui. Merci. Dominique Ordre, Réal Grand Est. J'avais une question un petit peu plus générale par rapport à la stratégie aire protégée. C'est plus une question peut-être aux personnes du muséum. Donc il y a eu tout un travail de fait à partir des listes d'espèces SAP. Donc c'est encore une autre liste que la liste espèces déterminantes ou protégées. Voilà. Et j'aurais voulu savoir, et donc le muséum a fait tout un travail pour identifier des mailles à enjeu. Et je voulais savoir si les SNIEF, comment les SNIEF avaient été intégrés dans ce travail. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Donc, Léon Léonard. Donc, j'ai notamment produit donc, ce diagnostic qui a été publié en 2020, donc avec mes collègues de Patrinat. Hein. Évidemment, je ne suis pas tout seul dans ce travail-là. Il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, quand même, dans le sujet. Sur la liste des espèces, évidemment, donc, le diagnostic fait suite à des travaux dans la continuité de la précédente stratégie qui correspond à une stratégie de création des aires protégées qui était uniquement fondée sur le milieu terrestre de la métropole, qui est avec un gros travail également qui s'appuyait sur une liste d'espèces à évaluer, etc. On a repris quand même tout ce travail pour rester en continuité de cette stratégie, mais on a complété et étendu la liste d'espèces à évaluer pour regarder ce que donnait le réseau d'aires protégées en termes de représentativité pour ces espèces à enjeu. L'idée, c'est d'avoir une liste d'espèces assez large pour évaluer la représentativité du réseau sur globalement l'ensemble des espèces à enjeu que l'on peut identifier sur le territoire. On ne s'est pas basé sur les listes d'espèces déterminantes SNIEF. L'idée, c'était d'avoir quand même un travail avec une réflexion à une échelle régionale, tout en ayant un aspect de déclinaison à une échelle locale, à l'échelle des régions. Donc, par exemple, les statuts des listes rouges régionales n'ont pas été pris en compte, mais on a quand même, dans les résultats, décliné l'ensemble des résultats à ces échelles-là pour une meilleure appropriation. L'idée, c'est quand même que chaque territoire en local, par la suite, puisse s'approprie vraiment les résultats de ce diagnostic pour notamment aider à la production des plans d'action territoriaux qui sont demandés dans le cadre de la SNAP. Les SNIEF, en termes de croisement avec ce diagnostic donc, qui correspond à une carte de chaleur, de hotspot, en fait, de biodiversité qui identifie des lacunes de protection en termes par rapport à des seuils de couverture. Donc on a évalué en fait la représentativité du réseau à partir des aires de distribution de chaque espèce en croisant par rapport à la couverture en aire protégée. Et donc on a simplement identifié donc, ces hotspots à partir de ce croisement-là, mais en effet on peut voir par rapport à ces hotspots, on peut simplement faire le croisement avec les SNIEF pour identifier les secteurs que l'on identifie favorables à la création d'aires protégées et qui sont aussi par ailleurs déjà dans des SNIEF. Après, il faut regarder ça de façon assez fine à une échelle locale, mais ça évidemment c'est plutôt un travail qui doit être fait quand même plutôt à l'échelle locale pour, dans l'objectif de créer de nouvelles aires protégées, soit au sein du réseau existant d'aires protégées, soit dans une dynamique d'extension du réseau, donc vraiment en dehors des outils déjà créés. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des aspects.
Oui, merci. Et pourquoi ne pas avoir utilisé les SNIEF au préalable dans cette méthodologie? Tu dis que sur la liste des espèces, vous ne vous êtes pas basé dessus? On s'est appuyé essentiellement, en fait, on ne s'est pas appuyé sur les listes déterminantes, c'est ça la question? Oui, c'est ce que tu avais l'air de dire. En fait, c'est ce que j'expliquais sur le fait qu'on a une méthode qui se veut avec un format national, d'avoir une vision vraiment nationale du diagnostic que l'on décline par la suite. Et en l'occurrence, et on l'a bien expliqué, c'est que la méthodologie SNIEF n'a pas de tronc commun national, oui, et du coup voilà, on a harmonisé ça en fait à une échelle nationale sans forcément reprendre spécifiquement le critère de déterminance à une échelle régionale. Néanmoins, les espèces que l'on retrouve en fait dans la liste nationale, une grosse partie évidemment sont déterminantes SNIEF. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Dans le cadre de la politique de l'eau, pour le bassin Seine-Normandie, mais je crois pour tous les bassins, il y a eu, il y a 4 ou 5 ans, personnellement je l'ai signé avec Caranco et Jean Jouzel, un document majeur d'adaptation de la stratégie, de l'ensemble de la politique de l'eau au changement climatique. Il me semble, je ne perçois pas qu'il y ait cette ambition-là concernant le thème qui nous concerne, c'est-à-dire notre patrimoine naturel. Ça me semble extrêmement important parce que on a de plus en plus de demandes. Alors vous connaissez tous le deal, hein. On a à la fois des augmentations d'inondations et de rythme, de présence de l'eau et des sécheresses. Et bien sûr, un patrimoine qui est le plus fragile depuis très longtemps, qui a beaucoup évolué, c'est le patrimoine zone humide. Et il me semble, émerge dans la tête, je peux vous le dire, dans la tête de beaucoup de décideurs, des protections, d'utiliser un peu plus les marais, mais comment? Et peut-être de manière abusive. Il y a des calages qu'il est urgent de faire. Et donc, ça implique une adaptation de notre connaissance et une démarche de prospective. Alors, je ne suis pas en train d'affirmer que cette démarche n'est pas en cours, hein, mais je suis un peu vieillissant, alors je ne suis pas forcément informé. J'ai la conviction, pour m'avoir donné dans ce domaine, en tant que vice-président de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que c'est un enjeu majeur. Moi, je voudrais réinsister quand même et demander peut-être de manière plus claire que les SNIEF sont un outil majeur d'aménagement du territoire. C'est la base Jocari de la connaissance et on le voit depuis hier, qui va permettre au site Natura 2000, au SCOT, à tous les documents de planif de s'appuyer sur cet aspect connaissance. Et aujourd'hui, c'est quand même pas complètement quelque chose d'acquis. Je le disais, il y a quand même beaucoup de différences entre les régions parfois. Et je demande officiellement, c'est pas le bon terme, mais je pense que renforcer les SNIEF, ce serait leur donner un tronc commun national qui permettrait cette reconnaissance de manière beaucoup plus forte au niveau régional, au niveau des élus, pour que leur légitimité soit remontée effectivement par rapport à ça, parce que parfois elles peuvent être remises en cause. Quand j'intervenais depuis les années 2000, que ce soit sur Natura ou d'autres choses, chaque fois qu'on parlait avec un élu, les SNIEF, pour eux, tout de suite, c'était de la protection. Alors, tu avais beau leur dire qu'il y avait des espèces protégées dans une SNIEF, mais ce n'est pas la SNIEF qui protégeait, mais les espèces, le statut des espèces qui était... ça ne suffisait pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je considère que les SNIEF, c'est une connaissance de base qui est essentielle, mais qui n'est pas complètement aboutie en termes de reconnaissance locale. Et pour ce faire, il y a deux pistes que j'ai évoquées tout de suite. C'est un tronc commun national validé par le CNPN et le Muséum. Ça me semblerait intéressant. Et après, bien sûr, dans la grande armoire, il y aura une place pour les spécificités régionales. On n'a pas tous les mêmes espèces. Et puis, l'intégration de ce que le grand public est capable de faire. J'insiste sur les sciences participatives. On va être amené à gérer tout ça. Il faut des moyens
pour, comme le disait Serge, pour qu'on puisse filtrer, valider ce qui ressort de tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas, quand je dis on, c'est la collectivité, qu'elle soit l'État de Réal ou les régions n'ont pas mis les moyens nécessaires pour qu'il y ait suffisamment de chargés de mission au SNIEF qui puissent contribuer à ces validations et à remettre dans le circuit des données validées. Donc c'est renforcer l'approche SNIEF avec une méthode qui soit plus convergente, je ne vais pas dire unique, mais plus convergente, et puis intégrer les moyens modernes, enfin les moyens contemporains plutôt, je commence à être vieux quand je dis moderne, les moyens contemporains qui sont les nôtres. Si j'ai bien compris, Luc, tu veux qu'on fasse une motion par rapport à ça? En fait, il existe un cadre national justement au niveau des SNIEF qui a été développé par le muséum et la méthode le cadre national continue à se développer puisqu'il y a des nouvelles, on va dire, des notes qui viennent le renforcer avec notamment justement l'aspect sur les autres espèces en jeu, l'aspect sur les bornes d'actualité. Donc pour moi, il y a déjà un cadre national et je ne suis pas certaine qu'il faille aller forcément plus loin dans ce cadre, puisque après, effectivement, chaque région a ses problématiques. Effectivement, je pense que toutes les régions n'ont pas forcément la même approche de qu'est-ce qu'ils mettent derrière une SNIEF et quel est l'intérêt de ces zonages. Mais je pense que c'est aussi important parce que justement, toutes les régions ne sont pas forcément soumises aux mêmes pressions anthropiques. Donc forcément, il y a une part d'interprétation de la méthode. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. Je suis Pierre Curmy, pédologue. Je voulais rebondir sur l'interrogation de l'agence de l'eau Normandie par rapport à l'utilisation des SNIEF sur le fonctionnement hydrique. Ça rebondit aussi sur la remarque de Valérie Revel sur l'introduction de la pédofaune, la prise en compte de la pédofaune dans la caractérisation des SNIEF. Effectivement, il y a, pour pouvoir avoir quelque chose à dire sur les SNIEF dans la circulation des eaux, il faut vraiment que le sol soit bien identifié et mieux pris en compte dans les SNIEF, ce qui n'est pas encore actuellement. Et là, je pense qu'il y a un très gros travail à faire, parce que la fonctionnalité le fonctionnement des sols est tout à fait essentiel dans les défis qui nous attendent au niveau du changement climatique et du fonctionnement hydrique des milieux. Merci beaucoup, remarque très pertinente. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question des sols. Ça me permet d'arriver à la troisième question, qui justement porte sur les recommandations qu'on pourrait porter pour optimiser le rôle des SNIEF au regard des enjeux qu'on a évoqués. Donc c'est une première piste. Donc je me tourne vers Valérie. Est-ce que tu as des préconisations sur ce sujet? Alors c'est une vaste question. J'avais déjà envie de réfléchir à se demander comment justement on peut s'assurer que les SNIEF restent représentatives en fait des intérêts patrimoniaux qui peuvent être présents sur notre territoire et comment peuvent-elles le rester sur la durée. Alors je salue déjà le fait que l'inventaire a été au fur et à mesure de son histoire
il a connu d'importantes évolutions qui visent tous en fait finalement à renforcer sa rigueur, avec notamment, donc je le disais, la mise en place d'un cadre national, la mise en place des CSRPN dès le début, puisque les CSRPN ont bien été créés justement pour avoir une validation scientifique des SNIEF. Et puis des évolutions qui visent à améliorer d'une part, enfin qui tiennent en compte l'évolution des connaissances, le fait que justement on est entré dans une ère du big data où effectivement on a de plus en plus de données, on a des données qui sont de plus en plus facilement utilisables, et donc on peut se permettre justement d'actualiser les SNIEF sur des bases temporelles, donc avec la mise en place de seuils sur la validité des données. Maintenant, je pense qu'une des choses, et je pense que personne ne sera étonné, c'est pour que justement les SNIEF perdurent dans le temps, c'est le besoin de les actualiser, et donc derrière ça veut dire des moyens à la fois humains et financiers. Donc, puisque comme on l'a évoqué hier, on ne peut pas uniquement se baser sur les données qui sont présentes en base et faire un recoupement avec les zones. Il faut effectivement que derrière il y a une expertise, et c'est la force en fait aussi des SNIEF, puisque on n'est pas uniquement sur une accumulation de données ponctuelles, mais on est bien sur une analyse. Et derrière cette analyse, il y a aussi le besoin de terrain, puisque en fait, au-delà de savoir si une espèce est nicheuse ou pas sur une SNIEF, il faut aussi évaluer un petit peu quel est son territoire, quels sont les habitats qu'elle utilise pour en fait déterminer l'enveloppe de la SNIEF. Et donc c'est important aussi de pouvoir se rendre sur le terrain pour voir les évolutions qui peuvent y avoir. Donc je pense que d'une part, c'est se concentrer sur l'actualisation, se concentrer également sur l'augmentation du nombre de SNIEF, puisqu'en fait il y a encore des zones qui ne sont pas forcément recouvertes effectivement par des SNIEF et qui devraient l'être. Donc on est justement, depuis qu'on est passé dans un inventaire continu, on a la possibilité aussi de tendre vers l'exhaustivité, ce qui encore une fois demande des moyens, etc. Et puis je pense que pour asseoir justement un peu l'intérêt des SNIEF et leur valeur en région, il me semble nécessaire de parfois définir une méthode régionale, donc qui se base sur le cadre national, mais qui va au-delà, qui permet de clarifier certains aspects du cadre, qui permettent d'adapter ce cadre aux particularités et aux ambitions régionales, qui permettent également d'homogénéiser des pratiques, donc à la fois parce que les naturalistes, ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont sur le terrain, parce que effectivement, lorsqu'on est dans une région qui a fusionné, on avait des approches différentes. Et puis aussi quelque chose qui me semble très important, c'est d'assurer la cohérence de la validation des périmètres par le CSRPN, puisqu'en fait, nous en région Hauts-de-France, on observe que suivant les membres qu'on a dans le GT, on n'a pas forcément les mêmes décisions, pas forcément les mêmes recommandations, et donc ça crée en fait aussi une certaine incohérence, une certaine incompréhension auprès des territoires. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis il y a aussi une nouvelle un travail en cours qui est sur la prise en compte justement des habitats, la prise en compte uniquement de la présence d'habitats déterminants pour déterminer des SNIEF, que ce soit des SNIEF de type 1 ou des SNIEF de type 2. Et je pense que c'est un enjeu majeur, notamment parce que justement on va dire actuellement dans des régions fragmentées et compte tenu du fonctionnement d'un certain nombre d'espèces, dans le cadre du changement climatique, il est aussi important de pouvoir mettre en exergue des habitats qui ne sont peut-être pas forcément actuellement occupés par des espèces déterminantes, mais qui potentiellement pourront les accueillir. Et ces habitats sont tout à fait essentiels pour le fonctionnement en réseau de certaines espèces, notamment des espèces qui ont plutôt un caractère de métapopulation. Donc il y avait ça.
Je pense qu'aussi il faut se baser sur tous les grands travaux qui peuvent se faire. Donc, par exemple, Carab, qui pourra permettre d'identifier peut-être des zones potentielles de SNIEF. On a également un vrai besoin de mutualiser en fait l'ensemble des politiques de préservation de la nature. Donc, par exemple, en tout cas en région de France, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de mutualiser le terrain pour l'actualisation des SNIEF et pour tout ce qui est de tout autre projet, notamment par exemple avec les conseils départementaux et leur politique ENS. Je pense que les SNIEF pourraient aussi devenir des aspects intéressants dans le cadre du programme de surveillance, puisque en fait, en les suivant, on peut voir l'évolution notamment de l'usage des sols et donc voir en fait un petit peu comment la biodiversité évolue. Mais pour cela, comme je disais, il faut vraiment avoir une méthode régionale, parce que effectivement, nous, on se rend compte en région que parfois on a des SNIEF et on ne sait pas pourquoi le périmètre a été mis de cette façon. Alors bien sûr, il peut y avoir eu des raisons qui sont des évolutions en termes de moyens techniques, et donc on n'avait pas forcément les mêmes outils pour tracer les SNIEF. Néanmoins, ça n'explique pas tout. Et donc l'idée de formaliser une méthode régionale, pour nous en tout cas, ça nous permettra d'avoir un T0, même si les SNIEF sont beaucoup plus anciennes. Et donc au futur, se dire... à ce moment-là, on a désigné les périmètres comme ça. Maintenant, 12 ans plus tard, ou peut-être même moins, le périmètre, si on le redessine, c'est plus le même. Et donc, ça permet de voir quel hiatus il peut y avoir et pourquoi. Et puis, je pense qu'il faut un peu... il faut essayer de changer un peu de paradigme. On est effectivement... on dit qu'on est sur... il a été évoqué hier l'idée de changer, de passer d'un paradigme en fait de anthropocentré vers le biocentré. Alors je suis entièrement d'accord, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui va parler aux élus. Et je pense que un des aspects, ce serait peut-être aussi de mettre en exergue en fait les services que peuvent rendre les SNIEF. Et alors, je ne dis pas qu'il faut les monétariser, ça c'est un autre débat philosophique, mais en tous les cas, c'est une approche qui est aussi parlante auprès des élus, de leur dire que voilà, effectivement, la préservation de telles zones naturelles, ça peut permettre de remplir certaines fonctions qui, si elles n'étaient pas remplies, auraient des coûts pour la société qui seraient considérables. Et dans le cadre du changement climatique, c'est quelque chose qui est encore plus... important à prendre en compte. Merci Valérie, c'est très complet. Est-ce que vous voulez commenter ? Juste en deux mots, dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je rejoins aussi l'importance des périmètres. C'est vrai qu'au départ, c'était des patatoïdes qu'on avait fait, et que la crédibilité des SNIEF dépend aussi des territoires qui sont SNIEFés. Et que lorsque des élus ou des usagers voient des espaces tout à fait dégradés qui sont encore en SNIEF, c'est vrai que ça interpelle. Donc au niveau de la révision des SNIEF, plutôt que de s'exciter sur la révision des listes d'espèces, ce qui est un gros travail, je pense qu'il faut avant tout revoir les périmètres, reconsidérer les périmètres, et sur quelle base ? Sur la base des habitats, principalement, d'où l'accent à mettre sur les habitats, permet de prendre en compte aussi le fonctionnement hydrique et les sols. Je pense que c'est vraiment un élément de base. Tu as parlé de Carab, c'est vrai que c'est un outil qui devrait être développé pour pouvoir justement avoir une assise plus fiable au niveau de l'ensemble des SNIEF. On n'a pas beaucoup parlé de distinction SNIEF 1 à SNIEF 2, alors pourquoi pas les habitats comme déterminants de SNIEF, ça rejoint ce que je proposais. Si déjà ça pouvait être les SNIEF de type 2, ce serait déjà une bonne progression. Mais pourquoi pas aussi au niveau des SNIEF de type 1, mais alors des habitats où l'on prend en compte aussi l'état de conservation de ces habitats. Ce n'est pas simplement l'habitat en tant que tel, mais également sa conservation et donc un bon fonctionnement de cet habitat. Merci Serge. Luc, est-ce que tu veux réagir ?
Non, j'étais un peu péremptoire tout à l'heure sur une méthode un peu homogénéisée, mais je vois qu'on a des soucis qui sont convergents d'une région à l'autre. Et effectivement, la crédibilité, elle est importante. C'est qu'aujourd'hui, les agences, nous, on a l'interface avec... avant, j'étais du côté de Réal, donc c'est vrai que c'était plus facile, quelque part, de déployer un outil. Aujourd'hui, je vois l'impact que nos outils ont auprès des élus, notamment. Et une vraie force des INEF, ce sera de les faire s'approprier complètement par les élus locaux qui sont de plus en plus en compétence sur l'aménagement du territoire. Et ce que dit Serge et ce que dit Valérie, est tout à fait juste, c'est qu'il faut avoir des méthodes qui soient aussi reconnues, pas que par les pairs, mais aussi par les gens vers lesquels elles vont s'exprimer. Donc je n'ai pas de solution tout de suite comme ça à donner, mais il faut aussi que la méthode, elle soit admise. Hein. C'est comme un APB. Si un APB, tu le mets en place contre les gens, et comme on n'a plus les moyens de faire de la police, de toute façon avec l'OFB maintenant et ses pauvres moyens, si un APB il est fait contre la volonté des gens, il y a des chances que ça fonctionne mal. Et ben, les INEF, c'est un peu pareil. Il faut que la méthode aussi elle soit scientifique, claire, qu'on soit capable de l'expliquer aux gens à qui on va leur dire qu'il y a une SNIEF sur leur territoire. Et ça, c'est important. C'est pas complètement anodin. Ça veut dire que c'est du scientifique expliqué. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être que dans certaines régions, on a du mal à le faire. Moi, le premier, hein, c'est pas évident de se dire que telle SNIEF, c'est une contribution de telle espèce déterminante, mais s'il n'y a pas cette espèce, on peut avoir aussi un habitat. La méthode est parfois complexe, il faut le dire en toute franchise aussi. Tout à fait. Alors, une question. Oui, Dominique André. Une question pour savoir s'il était prévu d'actualiser des documents de communication au niveau national autour des INEF. Fanny. Alors, c'est un des points, effectivement, dont on va peut-être discuter cet après-midi, parce qu'en fait, comme vous ne savez pas tous, mais nous avons une réunion des correspondances INEF régionaux. Alors, ce n'est pas effectivement prévu tout de suite immédiatement, mais c'est important, et notamment avec les échanges. J'ai bien entendu aussi, c'était Lagasse hier et aujourd'hui aussi sur l'appropriation par les élus. Probablement, en fait, faire parmi le formulaire une page plus synthétique et plus pédagogique. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Alors après, ça pose des questions aussi, hein, quand il y a des régions, donc Occitanie, c'est 2000 SNIEF, etc. Donc c'est aussi un effort de rédaction extraordinaire en pédagogie. Est-ce que nous, on peut aider côté national ? Est-ce que côté régional, enfin c'est tout ça, c'est à réfléchir, mais j'ai bien effectivement entendu cette appropriation, surtout par les élus, pas que les élus, mais c'est déjà des interlocuteurs évidents, en tout cas pour la planification. Donc oui, c'est un point que j'ai noté et hier et aujourd'hui, et je vous remercie pour ça. On va voir l'organisation opérationnelle plus spécifiquement plus tard. Merci. Stéphane et après Cécile. Oui, merci. Encore moi, excusez-moi. A été évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui et hier la question des moyens pour l'inventaire OSNIEF et pour éviter son obsolescence. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, le ministère et l'UMS ont prescrit il y a quelques années des règles de fraîcheur de données. Hein. Donc, la plupart des données, on doit avoir un tiers des données qui ont moins de 12 ans, de manière à ce que les SNIEF restent valides. Alors sur le principe, c'est très bien d'imposer cette réactualisation, mais ça a un coût. C'est un coût, et donc on ne peut pas à la fois demander aux services déconcentrés d'assurer ce travail de fraîcheur de données sans que les moyens financiers et humains ne soient donnés, parce que c'est un travail extrêmement important. Donc je confirme effectivement tout ce qui a pu être dit par les différents intervenants, du besoin de moyens. Et puis sur la question de la fraîcheur des données, on a posé un seuil de 12 ans pour la plupart des espèces. Alors c'est pas toujours pertinent 12 ans, hein, notamment si on veut investir de nouveaux taxons sur lesquels, qui sont moins connus et sur lesquels il y a peu d'experts. Et ben avec peu d'experts, on ne pourra pas rafraîchir ces données tous les 12 ans. Donc finalement, imposer une fraîcheur de données de 12 ans à la plupart des taxons, alors je sais qu'il y en a, on est à 24 ans, mais il faudrait peut-être élargir, mais ça peut nous empêcher d'investir de nouveaux taxons. Et on a parlé de la pédofaune, je trouve que c'est très intéressant, mais voilà, si on impose la même règle sur tous les taxons, on risque de ne pas pouvoir investir de nouveaux champs.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le rafraîchissement des SNIEF, on en a parlé hier. On est plusieurs au niveau régional à lancer les opérations en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'on mobilise les bases de données du SINP pour injecter les données du SINP dans les SNIEF afin de faire un premier rafraîchissement. Donc ça nécessite un travail d'analyse important quand même, parce qu'il faut quand même valider les données, vérifier que les conditions de déterminance soient remplies. Donc c'est un travail important qui prend du temps, mais c'est un travail, alors ça a l'intérêt de valoriser les données existantes, mais ça a un gros inconvénient. Le gros inconvénient, c'est que quand on fait ça, c'est un travail en masse et on ne se réinterroge pas sur la pertinence du périmètre. Est-ce que quand on rafraîchit les espèces existantes, juste sur les dates, c'est pas problématique, mais quand on réinjecte dans des SNIEF de nouvelles espèces déterminantes, eh ben on ne se réinterroge pas sur la pertinence du périmètre de la SNIEF par rapport à l'habitat d'espèces. Donc ça, c'est quand même une lacune que je tiens à souligner pour ceux qui vont s'engager sur le travail. Et donc ça appelle effectivement à la réflexion que des inventaires de terrain et des visites de terrain, elles sont absolument nécessaires, et elles sont d'autant plus nécessaires que si on veut rédiger des commentaires généraux pertinents et éclairés, il faut avoir cette connaissance de terrain. Ça ne se fait pas en bureau. Et les commentaires généraux, ils sont rédigés de manière extrêmement hétérogène en fonction des régions et en fonction des fiches SNIEF. Et des fois, on n'a que 2 lignes. Or, c'est souvent le seul élément que vont regarder les élus lorsqu'ils vont prendre connaissance des fiches SNIEF. Donc, il est extrêmement important d'avoir des commentaires généraux qui soient écrits de manière suffisamment détaillée, suffisamment accessible aux non-initiés. Merci Stéphane. Alors, sur la question des moyens, on répond d'abord à cette question-là. Je laisse Nathalie. Donc, Nathalie Poulet, je suis au sein du ministère de la Transition écologique, au sein de la DEB. Je réponds à ta question par rapport aux moyens. Alors, comme chacun le sait, ils ne sont pas illimités. Nous, en fait, on fait un pari sur le fait qu'on aura très certainement des moyens sur des programmes nouveaux. On en a eu significativement sur le programme de cartographie des habitats naturels. On espère pouvoir en avoir sur le programme national de suivi de la biodiversité terrestre. Depuis quelques années, l'OFB est doté régulièrement d'enveloppes pour les atlas de biodiversité communale. En fait, le pari qu'on fait, c'est que les collectes de données dans le cadre de ces programmes-là de suivi, j'en passe, puissent alimenter les données, enfin les systèmes d'information, le SINP sur le patrimoine naturel, et du coup puissent, comme vous le disiez dans votre méthode, alimenter au maximum en fait les travaux de mise à jour des SNIEF. Je sais que ça ne suffira pas, enfin que des travaux, enfin des interventions sur le terrain sont également nécessaires, mais c'est quand même le pari qu'on fait. Et j'entends aussi Valérie qui dit ça ne suffit pas d'avoir des données, il faut aussi savoir les analyser, les expertiser, et donc il y a des besoins d'expertise dans la matière. Voilà, mais c'est un jeu d'équilibre qu'il faut qu'on parvienne à faire. Je profite de ton intervention pour vous faire un gros warning sur un sujet que j'ai découvert avec horreur avant-hier concernant les atlas de la biodiversité, les ABC communaux. J'ai découvert, alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions, mais en tout cas ça semble être le cas chez nous, ces données qu'on finance quand même à grands frais, elles ne sont pas versées dans les SINP et dans les bases de données. Alors ça, quand même, je trouve que c'est une grosse lacune, il faut absolument y remédier. En fait, c'est une veille que les directions régionales de l'OFB doivent assurer parce qu'on a insisté, et ça a été le cas, c'est dans le cahier des charges des ABC. Et donc, les porteurs d'ABC, les élus, les collectivités, se doivent de verser les données dans le SINP. Donc c'est une veille des directions régionales de l'OFB, mais également des DREAL. C'est dans le cahier des charges, c'est une obligation en fait. Coup de reboucler avec l'OFB, parce que moi l'information elle date d'avant-hier, j'ai échangé avec la directrice adjointe régionale, ce n'était pas le cas. C'est sur Internet, j'ai vérifié.
Merci, je suis désolée, on va faire les 2 dernières questions parce que malheureusement après le temps nous est compté. Cécile? Oui, merci. Je suis Cécile Dassonville de la DREAL Occitanie. Donc je voulais poser une question sur les moyens. Je passe, mais j'avais exactement la même question. Et puis rappeler que ce n'est pas qu'une question d'enveloppe, c'est aussi une question de priorisation affichée dans nos documents de cadrage, etc. Ça rejoint aussi la communication. Il faut vraiment faire ressortir le programme SNIEF comme un programme prioritaire et que tout le monde l'ait bien en tête. Du coup, je vais en profiter pour faire plutôt une observation par rapport à la question là, qui est sur la diapositive. Est-ce que les SNIEF sont suffisantes pour répondre aux enjeux de conservation de la nature? Puisque là, le terme choisi, ce n'est pas biodiversité, mais conservation de la nature. Ça a déjà été dit, mais rappelez que le patrimoine naturel, c'est aussi les richesses géologiques, paléontologiques, minéralogiques, qui est un programme qui est le pendant du programme SNIEF, qui est l'inventaire national du patrimoine géologique, avec des bordereaux qui sont aussi mis à jour en continu, et qui mériterait la même mise en lumière, le même portée à connaissance, etc. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc peut-être que le programme SNIEF pourrait essayer de tirer peut-être aussi l'INPG à ses côtés pour qu'ils aient exactement le même statut finalement dans la planification, etc. Et puis qu'il y a aussi les richesses pédologiques qui pour l'instant sont quand même les grandes oubliées de toutes les politiques de conservation de la nature. Donc certes, on peut intégrer les données faune, flore, fonge des sols dans les bordereaux SNIEF, mais il y a tout le reste de la richesse pédologique qui mériterait peut-être un programme à part entière, et voilà, aux côtés de SNIEF et INPG. Merci Cécile. Et... J'avais juste un point à dire aussi, c'est qu'il y a des questions de moyens, mais il y a aussi bien avoir en tête la mutualisation. On agit toujours sur les mêmes territoires, sur les mêmes surfaces. Et moi, j'en appelle à votre vigilance sur la mutualisation quand on envoie des gens sur le terrain pour qu'on puisse alimenter les SNIEF, c'est une chose, mais pensez à Natura 2000, pensez aux listes rouges. Vous avez des méthodes UICN listes rouges qui sont très intéressantes. Valérie en a parlé tout à l'heure sur la fonctionnalité. Si on met en place une véritable analyse liste rouge, on aura ces questions de fonctionnalité qui pourront être abordées. On a la question de l'isolement des populations, de la dynamique des populations. Donc aussi avoir cette idée de pouvoir mutualiser les efforts sur le terrain parce que notamment les universités produisent de moins en moins de sachants sur certains taxons, sur la plupart des taxons même, et donc on n'aura pas miraculeusement des sachants en Malaco, etc. qui vont arriver comme ça. Donc l'approche Habitat dont a parlé Serge, elle est essentielle aussi pour avoir cette cohérence sur le terrain. Donc il y a des questions de moyens, mais il y a aussi des questions de bien utiliser le temps de travail qu'on va nous donner quand on va sur le terrain et de l'utiliser pour l'intérêt général et non pas que pour une seule opération. Remarque intéressante. Allez, une dernière question. Bonjour. J'aurais aimé savoir que si des moyens envers les élus avaient déjà été mis en place pour qu'ils puissent s'approprier ce patrimoine qui est à côté de chez eux, des zones SNIEF, s'il y avait déjà eu des communications faites auprès d'eux et des échanges avec eux. Parce que quelquefois, il y a quand même encore un peu de méconnaissance par rapport à l'importance de ce territoire. Et justement, pour qu'ils s'en approprient et puis qu'ils puissent le ménager correctement, il faut bien nous informer des enjeux que ça amène. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées auprès des élus, pour parler clairement? Là, je pense pour toi, Luc. Je prends juste l'exemple de BFC. Avec l'aide de la DREAL et de la région, on a mis en place le nouveau logiciel référent SINP. Donc, quand vous avez une commune, vous cliquez sur le bouton et vous avez votre carte avec l'ensemble des zones inventoriées ou protégées. Et puis, une analyse observatoire directement sous forme de graphique qui vous dit où vous en êtes en termes de connaissances, en taxon par taxon. Donc ça, c'est quelque chose de très visuel. Là, c'est la V3 de Cigogne avec un S pour SIG et qui est le référent SINP de la région BFC. Et merci à la DREAL et à la région pour leur aide sur le sujet. Merci beaucoup. Bon, alors on va être obligé d'arrêter là. Il y a un café à côté. Merci à tous. On débriefera cet après-midi avec le réseau. Donc je pense qu'on récupérera toutes ces recommandations. Merci beaucoup.